Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Après 2 longues semaines d'attente, One Piece revient en feu avec son incroyable chapitre 1022. Les combats recommencent de plus belle pour notre plus grand plaisir, notamment celui de Sanji et Queen qui se voient être rejoints par Zoro et King. Une véritable bataille de commandants pirates qui donnerait la chair de poule à n'importe qui. Plus encore, Marco révèle un détail très important du passé de King qui viendrait ni plus ni moins d'une espèce vivant sur Red Line, cette mystérieuse montagne rouge encerclant le monde et dont seuls les Tenryubito sont connus pour y vivre. Bref, entre théorie et frisson, n'attendons plus et bienvenue dans ma review de ce nouveau chapitre de One Piece. Si vous désirez me soutenir, rien de plus efficace que d'exploser la barre des likes sur cette vidéo, ainsi que vous abonner pour tenter, je dis bien tenter, d'atteindre les 300 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être dur, mais on est une équipe. Allez, merci à vous et allons-y. C'est officiel, les Tobiropo sont défaits. Les Mugiwara l'ont très largement emporté sur les pointures de l'équipage de Kaido, et cela dans des scènes et des combats plus incroyables les uns que les autres. Notre équipage a su montrer sa fierté, sa force et son courage face à de grands adversaires, même s'ils devaient se transformer en terribles démons pour triompher. Ce n'est pas tout, puisque pendant tout ce temps, l'île d'Onigashima a continué son trajet aérien et arrive bientôt à sa destination, la capitale des fleurs. 15 minutes, plus que 15 minutes séparent Onigashima à son point d'arrivée, et donc à l'impact meurtrier détruisant le lieu le plus peuplé de tout Wano Kuni. Un véritable compte à rebours est désormais enclenché qui scellera le destin du pays des samouraïs. Nous pouvons noter que seulement 15 minutes se seraient donc logiquement écoulées depuis le chapitre 996 où Kaido a élevé Onigashima dans les airs. Repensez donc à tous les événements depuis le chapitre 996 jusqu'à maintenant et dites-vous simplement que ça n'a duré que 15 petites minutes. Après la fin des Tobiropo, d'autres combats ayant été mis de côté reviennent finalement sur le devant de la scène. C'est le cas pour Reizo versus Fukurokuju, Killer versus Hawkins et Nekomamushi versus Perospero. Reizo versus Fukurokuju est l'un des plus simples et des plus prévisibles combats depuis le chapitre 948 où Reizo fut présenté comme le rival ninja de ce dernier. En effet, c'est une chance qui ne se représentera peut-être jamais pour Oda que de mettre en page un duel de ninja. Autant l'un que l'autre regorge de capacités inédites et propres aux ninjas, démontrant un incroyable niveau d'expertise de leur part. Nous en apprenons un peu plus sur la mentalité de Fukurokuju qui dévoile la raison de son alliance avec Orochi n'étant nul autre qu'une simple formalité. Un ninja se doit de servir le shogun de Wano Kuni, Orochi étant l'actuel seigneur de ce pays, il se devait donc tout naturellement de le servir, ce qui est totalement à l'opposé du sentiment de Reizo qui, malgré son grade de ninja, ne peut aller à l'encontre de la grande histoire d'Oden Kozuki. Le cœur et la raison forment ce combat décisif, cependant pour Reizo, la finalité est la même, au lever du soleil, Momonosuke deviendra le shogun. Depuis les récentes révélations sur l'Aube, sur Joy Boy et Nika, notre pensée se dirige automatiquement vers Luffy. Il sera l'homme qui mettra un terme à la nuit de Kaido et Orochi. Mais par-dessus tout, à ce moment décisif, ce sera au tour de Momonosuke de briller. Ce sera à lui de devenir le shogun ultime de Wano Kuni. Il est peut-être difficile de s'en rendre compte, mais dans quelques heures les concernant, l'histoire complète de Wano Kuni et le retentissement qu'il y aura sur les mers seront enfin dévoilés grâce à Luffy et la défaite de Kaido. Nous vivons actuellement, sans nous en rendre compte, l'un des plus grands tournants de One Piece qui restera gravé dans l'esprit des anciens, des nouveaux et des futurs lecteurs jusqu'à la fin des temps. Alors profitons-en tous ensemble car ce moment sera écrit dans l'histoire, dans notre histoire. Le combat de Killer versus Hawkins prend une tournure assez dangereuse à cause du terrible et vicieux fruit du démon de ce dernier. Rappelez-vous, son pouvoir lui permet d'obtenir de nombreuses vies supplémentaires en liant sa propre vie à celle de ses sbires. Une coupure sur son corps et c'est l'un de ses sbires qui en subira la douleur. Hawkins réutilise ce concept de façon encore plus intelligente en liant sa propre santé à celle de Kid. Tous les dégâts que Killer lui infligera et qu'il subira seront donc automatiquement transférés à son capitaine. Ce qui ressemble à un énorme dilemme risque de ne pas en être un très longtemps. On connaît le caractère de Kid et celui de Killer, l'un et l'autre sont capables de tout pour se venger et faire régner leur loi parmi les autres. Ça ne m'étonnerait donc pas que le piège d'Hawkins ne soit pas autant efficace qu'il le pense, tout simplement car Killer sait que son capitaine ne cautionne aucun abandon. Même si Kid se retrouve blessé, ou plus, je ne pense pas que ça l'empêchera de continuer le combat tant la fourberie d'Hawkins est un motif supplémentaire pour le mettre hors d'état de nuire. Au final, Killer risque de garder son objectif en tête, Kid lui devra en
endurer le maximum et Hawkins finira par comprendre que la volonté est sûrement le plus puissant des atouts. Nekomamushi versus Perospero sera l'un des combats mettant plus que jamais en avant le désir de vengeance que les Minx ont en mémoire pour Pedro. Grâce au roi du crépuscule, Sanji a évité le pire après que Perospero ait voulu se venger des événements de Whole Cake Island en l'attaquant de façon dissimulée. C'est d'une certaine ironie, Sanji était à la tête du groupe ayant sauvé la vie des Minx sur Zou. Aujourd'hui c'est à Nekomamushi de payer sa dette en le sauvant à son tour de Perospero. Ces trois combats vont donc également très vite trouver une finalité pour laisser la place au plus important dans très peu de temps. C'est au tour d'une calamité s'étant fait plus discrète que les autres d'avoir sa mise en avant dans ce chapitre. King, la calamité des flammes, s'en donne à cœur joie en attaquant tous les sbires ayant pu trahir leur équipage pour rejoindre l'adversaire. Une des révélations des plus intéressantes est faite le concernant, lui et son espèce dans ce chapitre. Souvenez-vous, au chapitre 951, alors qu'elle est détenue en captivité par l'équipage au 100 bêtes, Big Mom s'adresse à King. Elle lui demande de rejoindre son équipage car parmi les trois races manquantes à son pays, l'une d'elles aurait disparu dans les brumes du temps, et King en serait l'un des rares descendants. 70 chapitres plus tard, ce mystère s'actualise grâce à Marco, expliquant avoir entendu il y a bien longtemps qu'une race capable de créer et manipuler le feu vivait sur Redline. King ayant une flamme semblant immortelle brûlant sur son dos, étant le seul survivant d'une espèce apparemment disparue aujourd'hui, tout semble plutôt collé, il serait bel et bien lié à cette race antique. Ce qui est passionnant, c'est cette localisation, sur Redline. Tenez-vous bien, mais jusqu'à présent, aucune forme de vie n'est connue pour avoir habité sur Redline autre que les Tenryubito. Les dragons célestes au sommet de cette montagne rouge dans leur palace qui est Marigeoise sont les seuls connus à ce jour pour y résider. C'est ici que le premier problème se pose. N'est-ce pas un drôle de hasard qu'une race ayant vraisemblablement disparu de la surface du monde ait pu côtoyer le gouvernement mondial et leur désir de suprématie? Certes, Redline est très vaste et il est impossible de déterminer avec précision la localisation de vie de cette ancienne espèce, mais est-ce que les Tenryubito auraient réellement accepté de vivre sur la même terre qu'une autre espèce alors qu'ils ont justement quitté le commun des mortels pour s'élever au plus haut dans le ciel? Est-ce un véritable hasard qu'il soit mentionné que cette espèce est disparue il y a très longtemps, comme si cette disparition avait un lien avec le siècle oublié d'il y a 800 ans et l'arrivée précise du gouvernement mondial au sommet de Redline? Et si tout simplement le gouvernement mondial était lui-même à l'origine de la disparition de la race de King? Mon schéma de pensée est très simple. L'architecture de Marigeoise et du palais Pangéa, des dragons célestes, tout est en total décalage avec ce qu'on peut s'attendre de voir sur Redline. Il est évident que tout a été construit pour convenir à la noblesse des ancêtres du gouvernement mondial, créé après la chute de l'ancien royaume. C'est ici qu'aurait vécu à l'époque le peuple de King, avant d'être décimé et écrasé par la coalition des 20 royaumes ayant colonisé leur terre sacrée pour implanter ce qui deviendra plus tard la terre sainte des Tenryubito. Effaçant à nouveau de l'histoire un peuple ancien qui devient par la suite mythique, seuls quelques chanceux ont pu s'en échapper, expliquant aujourd'hui la présence de King et son caractère unique. Ce qui expliquerait également pourquoi cette espèce ne se trouve pas sur la très funeste liste des races mises aux enchères sur l'archipel des Sabaody. Tout simplement car le gouvernement mondial sait mieux que quiconque qu'elle a entièrement disparu de leurs propres mains, ou presque. Bon, si ça ne tenait qu'à moi, je serais allé encore plus loin au niveau théorie en imaginant que le peuple de King aurait pu protéger l'arbre fruit du démon que je vois positionné au-dessus de Marigeoise pour la simple et bonne raison que dans l'histoire du jardin d'Éden, des chérubins avec leurs ailes et une épée enflammée gardaient le chemin de l'arbre de vie. Mais bon, on va rester un peu plus terre à terre. Ce qui m'intéresse désormais est de savoir comment et pourquoi cette race précise savait contrôler le feu et s'ils seront à l'origine de l'explication des techniques utilisant des flammes, et ce sans fruit du démon. Le Red Hawk, le Diable Jambe et j'en passe auront peut-être un début de justification grâce à King et son histoire, ce qui, je ne vous cache pas, me comble de plaisir. Vu le mystère que cela représente aux yeux des lecteurs, j'ai effectivement assez confiance dans le fait que la race de King soit ceux capables de donner une explication logique et rationnelle au rapport entre le feu et certains personnages. J'espère cependant que nous n'aurons pas à attendre plusieurs années avant d'en avoir la révélation. Tout ça ne faisait partie que de l'introduction de ce chapitre car le meilleur reste à venir. Il se clôt de la meilleure des manières, celle que j'ai attendue depuis un nombre incalculable d'années, mettant en scène les deux piliers des Mugiwara côte à côte malgré leur rivalité. Zoro et Sanji en duo contre deux commandants de Yonko. Une scène incroyable que nous n'aurions jamais osé imaginer même dans nos rêves les plus fous prend vie aujourd'hui. Zoro et Sanji bondissent ensemble sur leur ennemi commun et utilisent leur attaque signature Rengoku Onigiri et Mouton Shot, blessant profondément
les deux calamités. Cette incroyable fin de chapitre frappe comme rarement les Mugiwara l'ont fait. Plus de 11 années et quelques 400 chapitres nous séparent du retour de ce duo infernal après l'ellipse, affrontant en binôme un pacifista démontrant leur nouvelle et incroyable puissance. Aujourd'hui, au sommet de la guerre de Nigashima contre les plus puissants pirates des mers, ce duo revient plus fort que jamais, imposant leur volonté et celle de leur capitaine à Queen et King. Car oui, c'est ensemble que Zoro et Sanji voient l'image de Luffy, roi des pirates. Plus que jamais, ce rêve qui semblait être si loin d'atteinte au chapitre 1 est à portée de main au chapitre 1022. Aujourd'hui, nous pouvons aussi plus que jamais voir Luffy régnant sur les mers. Aujourd'hui, nous pouvons aussi plus que jamais voir la fin de One Piece dans les yeux de ses principaux protagonistes. Ce portrait idyllique est un véritable fardeau. Le jour où Luffy concrétisera son rêve, One Piece touchera à sa fin. C'est grâce à cette vision que Zoro et Sanji, eux, seront plus motivés que jamais et qu'ils mettront toute leur âme à vaincre leurs opposants. Mais il faut malgré tout penser au futur. L'excitation de cette page finale et de ce qu'elle symbolise pour les fans de One Piece ne doit pas nous détourner de la réalité, ils n'ont pas encore gagné. À vrai dire, il ne fait aucun doute que Sanji va gagner son combat, que Zoro va gagner son combat, mais à quel prix? Ils ont face à eux parmi les plus puissants commandants de Yonko, qui, en plus de posséder une incroyable expérience du haut de leurs nombreuses années aux côtés de Kaido, profitent de l'endurance légendaire conférée par leur fruit du démon Zoan. King a par ailleurs pas encore dévoilé sa forme hybride, ce qui ne saurait tarder. Notre duo infernal devra alors utiliser tous ses pouvoirs pour surpasser la puissance des deux calamités. Sanji ressortira sans l'ombre d'un doute sa suite qui lui a permis d'encaisser quasiment sans dégâts une attaque de plein fouet de King au début de la guerre. De son côté, nous n'avons pas à nous inquiéter, Sanji est très largement remis à son niveau de combat d'antan et va nous dévoiler de nouvelles techniques pour vaincre Queen, tout comme l'a fait chaque Mugiwara dans son affrontement sur Onigashima. Étant donné que l'élément du feu était en partie au cœur même du chapitre, une évolution du Diable Jambe est à prévoir. Après tout, Sanji et Zoro ont dévoilé respectivement le Diable Jambe et Ashura au même moment de l'histoire sur Enies Lobby. Zoro ayant réutilisé une forme encore plus puissante de Ashura récemment face à Kaido, il serait temps à Sanji d'actualiser sa botte secrète. Concernant Zoro, comme je le disais, le feu a un grand intérêt dans ce chapitre après la révélation sur King, et ça tombe bien puisqu'il a appris à découper les flammes grâce à la technique de Kinemon. Face à King, il pourra donc expérimenter d'autres facettes du Kitsune Biryu afin de contrer une grande partie de sa puissance. Oda semble alors préparer quelque chose. Mettre Zoro face à King, qui est lui-même un épéiste et qui peut manipuler le feu, ce combat me fait penser à celui contre Mr. One qui était nécessaire pour apprendre à Zoro à couper l'acier et donc augmenter sa puissance. Le cas semble assez similaire ici, Zoro commence à maîtriser la coupe des flammes, alors Oda le met face à un personnage maîtrisant le feu à la perfection. Nous pouvons alors nous attendre à ce que le futur meilleur épéiste dévoile lui aussi une nouvelle technique dans ce combat. À vrai dire, j'ai également une autre attente. Vous le savez, les combats dans One Piece sont une question de volonté, une volonté forte qui aura une influence directe sur la puissance du haki d'un personnage. Dans son précédent combat face à Kaido, Zoro semble avoir expulsé inconsciemment du haki des rois sans avoir davantage d'explications. Plus récemment, Sanji lui a été qualifié d'aile du roi des pirates par Nico Robin, qui est un terme qu'Oda aura déjà utilisé pour décrire Zoro. Étant donné que Sanji, même s'il n'est pas aussi puissant que Zoro, est considéré avec ce dernier comme les deux personnages les plus proches en puissance de Luffy tout en étant ceux capables de porter sa volonté, ne va-t-il pas lui aussi dévoiler son haki des rois dans ce combat? Le prince du royaume Germa, le troisième membre d'un Monster Trio qui possède chacun le haki royal, est-il si difficile d'imaginer que Sanji soit le troisième et dernier utilisateur de cette forme de haki aux côtés de Luffy et Zoro? Pour ça, il faudra attendre la suite des prochains chapitres de One Piece. J'espère que vous aurez aimé cette review les bros. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour prolonger l'expérience One Piece, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux apparaissant à l'écran. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, merci à vous du soutien et surtout, portez-vous bien les bros. Peace.